recevoir sur ce plateau les présidents du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes, M. Bastien Mouvoum. Avec lui, nous allons faire une sorte de rétrospection de l'année scolaire 2021-2022, comment elle s'est déroulée. Et en tant qu'expert, en tant que syndicaliste, nous aurions de plausibles détails sur ce qui se serait passé. Et nous allons faire un aperçu sur la projection, comment ils ont amorcé cette année, et nous allons toucher également sa mission syndicale à Kamituga, Bukavu et Goma, et qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui. Il va nous parler également de leur situation financière, la situation financière des enseignants. Il semblerait que les dossiers auraient été bloqués au niveau du ministère des Finances. Bonjour, Président Bastien Mouvoum. Bonjour Papa, le meilleur vœu 2023. Merci beaucoup. C'est ce numéro, le premier numéro. Nous avons eu le plaisir de vous inviter pour discuter, échanger sur la situation des enseignants en RDC. Comment évolue la situation et surtout comment vous avez fonctionné. Et là, je vois l'enseignement d'une manière générale, l'enseignement primaire, secondaire, et comment les choses sont déroulées dans ce secteur. Et vous, en tant que syndicaliste, vous êtes également enseignant. Comment avez-vous pris les choses durant cette année qui vient de s'achever? Merci, ça me fait toujours la joie d'échanger à travers surtout ces numéros au monde du travail. L'éducation fait partie du monde du travail. Et Mandela disait toujours que l'arme la plus puissante qui peut changer le monde, c'est l'éducation. Voilà pourquoi lorsque vous nous invitez pour parler de l'éducation, nous avons cette passion-là pour réfléchir autour des grandes questions et des responsabilités des uns des autres et donner notre point de vue en tant qu'acteurs et partenaires au niveau de l'éducation. Sinon, nous avons compris que l'année a bel et bien débuté, malgré quelques pressions qui voulaient un peu décourager, mais l'année 2022-2023 a bel et bien débuté. Les acteurs ont compris qu'il faudrait nous mettre tous en face de nos devoirs et responsabilités. Voilà pourquoi le SYNEP que je représente a salué, non seulement invité les enseignants à reprendre le cours à son assemblée du 1er septembre 2022, mais également tout l'ensemble du personnel enseignant, sinon du banc syndical. Nous avions honoré notre engagement et c'est comme ça, le premier trimestre de l'année s'est bien déroulé. Il y a eu beaucoup de tentations puisque l'an passé, pour reprendre les cours, il y a eu des problèmes. Il y a eu des grèves ici et là. Finalement, vous êtes allé en Boula Lodge et il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre vous, les bancs syndicaux et le gouvernement via le ministère de l'enseignement de l'EPST, Tony Mwaba. Et ses collègues étaient également là, comme celui de la fonction publique, je pense, du budget, peut-être des finances, si je ne m'abuse pas. Et comment l'année 2022 s'est déroulée? Et surtout la rentrée, l'année scolaire 2021-2022. Comment elle s'est déroulée dans le secteur de l'EPST? Je pense, pour être beaucoup plus réaliste, nous pouvons souligner quelques aspects positifs, les actifs que nous avons enregistrés à ces premiers trimestres de l'année, mais également quelques passifs, quelques faiblesses qui constituent toujours nos préoccupations. Il faut reconnaître que notre partenaire gouvernement, à partir de 2000, je pense bien avant 2021, il a signé un accord, l'accord de Bibois 1, Bibois 2. Et c'est cet accord qui a fait la suite de la signature de l'accord de Mbouela Loge. Et l'année en cours, en août, le gouvernement avait encore convoqué l'évaluation de cet accord. Et qu'est-ce que nous relevons? Par rapport aux actifs, ce que nous pouvons dire à ces premiers trimestres, le gouvernement avait fait des promesses. Et parce que nous devons travailler sur base d'un facteur qui est la confiance, nous les enseignants, la promesse faite parmi les promesses faites par le gouvernement, c'était l'annonce du deuxième palier qui devrait être payé au dernier trimestre de l'année 2022. Ça, c'est un.
Et non seulement ça, le gouvernement avait aussi annoncé qu'il apporterait beaucoup de solutions à ces sujets. Quant à cela, nous les enseignants, nous avions compris qu'il n'était pas opportun de pouvoir de refuser la reprise des cours. Parmi les actifs, c'est pourquoi nous citons la paix sociale, qui a été témoignée par l'ensemble du banc syndical, à travers tous les enseignants de la République de l'EPST, dans les 60 provinces éducationnelles de l'EPST. Les enseignants ont repris les cours, et cette reprise de cours est témoignée jusqu'à la fin du premier trimestre. Mais malheureusement, vous avez été roulé. Pas de problème. Ça, c'est de cette manière-là qu'il le faut, parce qu'avant de poser un acte, il faut faire voir à l'autre partie que réellement, voilà la bonne foi. Les enseignants ont montré la bonne foi d'être à leur poste de travail et effectuer, jusqu'à même à donner le résultat pour nos élèves du primaire. Chaque école a donné le résultat. Ça, c'est un élément. Et il a été aussi remarqué que dans l'ensemble, les enseignants ont bénéficié 30 000 du pourcentage qui était annoncé de 30% en lieu place de 30%. Donc, on a obtenu 30 000. Et il y a les amis. 30 000 de l'augmentation. De l'augmentation. Il y a les amis du primaire qui avaient bénéficié un seul mois de juillet de la prime de réajustement pour la gratuité aux primaires. Mais seulement, ce que nous déplorons et pour lesquels le SINEP avait organisé une assemblée générale pour évaluer le premier trimestre. Là, nous avions énuméré, entre autres, les faiblesses, la mauvaise volonté que nous avions, nous avions épinglée de la part du gouvernement. Ici, nous notons particulièrement, et même jusqu'à présent, que les 5 mois d'arriéré des amis du primaire où il n'y a pas l'appui des parents, jusqu'à présent, c'est annoncé qu'il n'est pas donné cet argent. Et ça constitue un véritable mécontentement généralisé dans l'ensemble de notre sous-secteur de l'EPST. Outre cette question, nous étions surpris d'observer que le gouvernement qui a annoncé 30%, qui constitue le deuxième palier, n'a pas été donné tel qu'annoncé. Il a encore tombé dans son forfait de promesses pour ne donner que 30 000. Et on ne comprend pas comment justifier le solde de 30%. Et là, aucune information officielle, le droit à l'information officielle n'est pas donné à l'ensemble des enseignants sur ce solde de 30%. Au-delà de cela, nous avions aussi remarqué parmi les passifs, les faiblesses, il y a des mécanisations qui se font chaque mois. Lorsque le SECOPE présente un tableau, il y a 200 ou 100 et quelques, voire 300. Mais seulement on remarque que les enseignants qui ont remplacé les inspecteurs pratiquement déjà au moins 5 ans au secondaire continuent à ne pas être payés, mais on paie ceux qui venaient d'être... Ceux qui viennent d'être mécanisés. Alors ça devient un problème. Pire encore, nous observons, il y a un moratoire qui est pour la régularisation des bureaux gestionnaires que la Banque mondiale a lancé. Cette formation n'est pas donnée à l'ensemble de la communauté scolaire. Ça, c'est un élément. Or, que dit le moratoire? Ce moratoire, c'est qu'on a bloqué, on ne peut plus mécaniser les bureaux gestionnaires. Or, les bureaux gestionnaires sont pléthoriques ici à Kinshasa et non dans l'ensemble de la majorité des 60 provinces éducationnelles de l'EPST. Par exemple, je viens de Kamituga. Vous avez observé que dans les provinces éducationnelles, en province par exemple, les nombres de personnel exigés par la structure est en deçà. Mais on dit qu'il ne peut plus engager parce qu'il y a un moratoire qui est de loin différent. Alors vous voyez que les contextes des provinces est de loin différent du contexte de Kinshasa où on a le gouvernement lui-même a surchargé un nombre au-delà des structures exigées par le SECOP. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec cet effectif débordant, de pouvoir prendre une équipe ou quelques gestionnaires pour les envoyer en province et aller travailler là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? En fait, ça c'est une question pertinente que vous soulevez. Cela ne peut être possible que dès lors si
dans les barèmes, s'il y avait le respect du barème salarial, c'est-à-dire les gens devraient être payés en tenant compte de tous les éléments matériels d'une rémunération. Mais par contre, les salaires tels qu'aujourd'hui, le traitement de base tel qu'il est payé aujourd'hui, on ne sait plus comprendre. Et celui qui a fait 30 ans, et celui qui est chef d'établissement, et son enseignant, pratiquement ont le même salaire. Or, cela va causer préjudice. Quelqu'un de quitter ici pour aller en province et des conditions d'adaptation, les moyens qui ne sont pas disponibles, seraient encore d'exposer à autres risques de la vie. Alors, Président, il y a une question, puisque vous avez soulevé un problème important. Plusieurs protocoles d'accord qui ont été signés. Bibois 1, Bibois 2, Mbola Lodje. Mais pourquoi la signature de tous ces protocoles d'accord? Malheureusement, la fête des côtes, c'est de la poudre aux yeux. Toujours, vous continuez à vous faire rouler par le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? 3 protocoles d'accord signés. Aucun protocole n'a été accepté. Ok, oui, aucun protocole d'accord n'a pas été totalement appliqué. Et je pense que cette maladie, elle est globale et même globalisante au niveau du pays. Vous allez trouver beaucoup de lois qui sont votées, mais qui souffrent de quoi? D'application. Moi, je ne sais pas du côté du gouvernement, mais c'est là, la responsabilité est partagée. Et partagée dans la mesure où nous saluons les cadres de dialogue social, qui ne peut pas être un marchandage, mais plutôt un cadre à travers lequel il faut trouver des solutions concrètes et aux problèmes réels. Marchandage à quel niveau? C'est-à-dire, parmi vous les syndicalistes, il y a ceux qui sont en train de se faire corrompre, et comme ça, il abandonne la situation. Moi, je soulève une réflexion. Parce que si les négociations, les commissions paritaires qui ont eu lieu, avec comme objectif de résoudre des problèmes clairement établis, je pense on aurait pu avancer que plutôt de revenir, par exemple, sur les questions ici que nous sommes en train de déborder, par exemple, des amis de NI, NP et même de retraités. Et puis, vous allez aussi vous rendre compte, lorsque nous voyons, par exemple, dans ce mandat du président de la République, effectivement, il y a un grand nombre significatif d'enseignants mécanisés. Mais, s'il faut réfléchir, aller en profondeur, vous vous rendrez compte que cette mécanisation n'a pas du tout profité significativement aux enseignants qui étaient en droit d'être mécanisés. Vous voyez maintenant, cela veut dire que quand on a lancé le processus de mécanisation, on a pris, puisqu'on a décrié les phénomènes Ngoulou. On prend les jassiers et là, on les amène dans le secteur de l'EPST, on leur donne les bombardes par les numéros matricules, je ne sais pas matricule ici comme ça, et on commence à leur payer directement, parce que ça a été dénoncé sur ces plateaux. Et le processus a été bloqué à ce niveau, à quel niveau? En fait, je fais une analyse, parce que le moratoire est la conséquence logique d'avoir mécanisé sans tenir compte des normes de recrutement. Je prends avec notre ministre, l'aîné Willy Bakonga, 58 000. En principe, nous parlions en termes de 145 000 lorsqu'on était à Bibois, en Bibois 1, NP. On prend 58 qui étaient payés. Et dernièrement, en avril, c'était 660. On aurait dû finir, mais curieusement, vous allez remarquer que dans les écoles, dans les établissements publics qui sont en droit de bénéficier de la réponse, c'est-à-dire de quoi? Du gouvernement vis-à-vis de la demande des enseignants ou du banc syndical, curieusement, cette demande, elle ne vient pas répondre techniquement aux besoins pédagogiques. Par contre, ça devient maintenant quoi? On observe qu'ici à Kinshasa, il y a un pléthore dans des bureaux gestionnaires. Qui les a provoqués? Ce n'est pas le banc syndical, c'est lui-même le gouvernement. Donc, c'est là où nous disons, les cadres de négociation, en lieu et place de constituer un cadre alternatif pour donner des réponses appropriées aux questions qui sont soulevées, mais plutôt devient par contre pour
satisfaire, répondre à des demandes autres que pédagogiques. Alors, abordons, puisque dans le cadre de vos réclamations, il y a eu un sit-in qui a été organisé aujourd'hui. Aujourd'hui, devant le ministère des Finances. Ah oui, des Finances, exactement. L'intersyndicale de l'EPST juge que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et voilà comment vous avez expliqué. Vous êtes parti du protocole, premier protocole, Bibois 1, Bibois 2, Mbouela Lodge, finalement. C'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, bien qu'ils ont accepté les animateurs de l'intersyndicale lors de leur déclaration le vendredi, ils ont accepté de reprendre le cours. Ils ont demandé aux enseignants de reprendre le cours. En même temps, ils ont projeté un sit-in aujourd'hui devant les cabinets du ministre des Finances, puisque pour eux, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est en train de bloquer les dossiers des enseignants en ce qui concerne la prime de gratuité, tout ce qui concerne les finances des enseignants. Ils ont tenu leur sit-in aujourd'hui devant le ministère de l'EPST. Votre syndicat, je ne sais pas, le SINEP, syndicat des enseignants des écoles conventionnelles protestantes, est-ce que vous y étiez, vous aviez délégué les gens, vous avez été informé de ce sit-in? Ce que nous voulons d'abord dire en premier lieu, c'est que le sit-in fait partie des stratégies syndicales et que dans le banc syndical, où toutes les tendances syndicales, professionnelles, voire interprofessionnelles, quelques collègues qui sont interprofessionnels, nous avons cette diversité de stratégies pour exprimer les mécontentements des enseignants. Nous venons de l'Est. Dans une mission transposée gratuitement, nous allons en parler. Non, nous allons aborder ce pas de problème. Nous avions observé que la question de 20 000, 5 mois impayés de la prime réajustée des amis du primaire ne pas payée, cette question, pour nous, SINEP, nous avions déclaré, nous sommes restés solidaires avec les amis parce que depuis le mois d'août jusqu'à présent, il n'y a aucune communication officielle. De la part du gouvernement? Que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part du ministère, qui dit clairement, qui convoque pour dire voici ce qui est exactement à l'auteur de ce blocage. Or, l'accord de Mbouela Lodge, l'accord de Mbouela Lodge et cette question de la prime, elle est une question de la responsabilité gouvernementale. Voilà pourquoi, tout en saluant cette stratégie menée par les amis, par les sit-in, mais nous, les SINEP, nous avions déjà pris notre position en nous solidarisant, en accompagnant, en étant à côté des amis du primaire. Pourquoi? Parce que, au primaire, ils n'ont pas, les parents n'appuient pas. C'est là où il y a la gratuité. Et les mêmes enseignants, non seulement qu'ils sont enseignants, sont des parents. En tant que parents, s'il vous plaît, ils ont des enfants qui étudient au secondaire. Et ils payent dans certains établissements, ces collègues enseignants du primaire payent de l'argent. L'État qui a payé un mois, et du coup ça disparaît. Il n'y a aucune justification. Comment peut-on continuer à faire un sit-in au lieu de rester, d'exprimer ces mécontentements à travers nos établissements? C'est-à-dire ne pas reprendre le coup par exemple aujourd'hui? Tout à fait, c'est pour responsabiliser davantage le gouvernement. Parce qu'ici, il n'y a pas question de désigner tel est saint, tel est... non, ils sont tous membres du gouvernement. Et c'est aussi au primaire que tu es la gratuité, en fait, la réforme phare de notre chef de l'État. Ça devient, excusez, incompréhensible d'observer que une réforme qui est soutenue non seulement par les PST, les enseignants, mais également l'ensemble de la République, qu'on puisse en piéger, mettre en difficulté les enseignants qui pilotent, qui rendent opérationnel cette voie. Voilà pourquoi nous disons, les sittings, oui, est-ce que ça va faire fléchir, ça va amener le gouvernement à prendre réellement conscience et à résoudre cette question? Et pour vous, quelle est la meilleure stratégie? Non, nous nous sommes prononcés. Vous tenez... nous nous sommes prononcés. L'enseignant fait sa part. Depuis le mois de septembre qu'on nous promettait
Nous avons demandé même aux enseignants de reprendre, pendant que d'autres syndicats ne voulaient même pas qu'on puisse reprendre. Nous avons dit non. Il y a ces syndicats qui n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, mais le SINEP pas demandé. Et la déclaration est là. Nous l'avons demandé, et c'était passé même sur le média. Nous avons dit, reprenons, laissons au gouvernement, comme il a promis, les enseignants auront leur argent. Mais malheureusement, voilà 5 mois non payés. Et du coup, et même ces sittings, nous devons donner l'information à tout le monde. Parce que quand l'enseignant, qui est le numéro 1 des systèmes éducatifs, l'acteur principal, à côté de l'épicentre qui est l'élève, n'est pas bien informé, c'est seulement des individus qui disent ceci, cela, comment on doit croire ça? Et puis, tous sont les membres du gouvernement. Ils cherchent, ils discutent. Il y a le conseil des ministres. Et comment cette question ne peut pas faire l'objet du débat pour une réforme phare du chef de l'État? Alors, les cadres-là, le conseil social des discussions-là, est-ce que finalement, ces cadres doivent être opérationnels? À travers lesquels vous, les banques syndicales, les enseignants, les représentants des gouvernements, vous pouvez discuter et puis trouver certaines solutions. Est-ce que ces cadres, à un certain moment, il a été institué, est-il opérationnel? Je pense à travers le monde, les cadres de concertation, c'est vraiment un espace propice et opportun qui garantit aux partenaires de mieux échanger, de comprendre les problèmes et aussi d'envisager des solutions pour permettre à l'employeur à bien décider. Vous vous souviendrez, en 2007, paix à son âme, le Premier ministre Antoine Gizenga avait institué le cadre du dialogue social. Et je viens de le suivre, le ministre de l'EPST, le professeur Tony, il venait d'instituer malheureusement seulement avec les églises, les représentants des églises. Bien qu'il a signé, oui, parmi l'actif aussi, nous saluons, à l'EPST, c'est la signature de la nouvelle convention, entre l'État, pouvoir organisateur, et à travers le ministère de l'EPST et ses partenaires, notamment surtout les responsables des églises. Mais ce cas de concertation, une fois il sera exploité pour faire avancer les grandes réformes de notre système éducatif à travers la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Je pense que c'est une bonne chose. Mais si c'est seulement pour justifier comme cadre symbolique, protocolaire, et là, ça sera encore hypothétique. Voilà, si nous vous avons bien suivi, nous pouvons résumer en ces termes. Il y a eu des petites réalisations, mais en grande partie, ces réalisations, disons, ce qui a été promis n'a pas été réalisé, d'où le contentement du côté syndical. Nous abordons maintenant la question de votre syndicat, les syndicats des enseignants des écoles conventionnées protestantes SINEP. Vous venez d'effectuer une mission syndicale à l'est du pays, notamment à Goma, Bukavu et Kamituga. Et avant d'aborder cette question, je voudrais savoir, il y a quelques jours que vous avez pris les fonctions du président de ces syndicats, un grand syndicat, et qui s'est éclaté, je ne sais pas, vous allez expliquer devant les téléspectateurs à travers le territoire national. À un certain moment, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas avec ces syndicats, avec la prise de vos fonctions aujourd'hui. On ne sait pas, vous êtes arrivé à quel niveau la santé du syndicat SINEP. Elle se porte comment? En tout cas, merci Papa Alain, parce que votre accompagnement nous pousse. C'est vraiment un stimulus qui nous pousse à y travailler, à s'engager avec beaucoup de sérieux. Nous voulons dire en premier lieu que le SINEP est né par rapport au pluralisme, au facteur du pluralisme syndical. Nous étions tous dans la même marmite de AESA, Association des enseignants d'Isaïe. Le pluralisme arrive, nous avions trouvé tous des voliers dans les SIECO. Après SIECO, nous avions trouvé utile d'évoluer dans les SINECAT. Et après,
le SYNEP a décidé, au regard du poids de la proportion des nombres d'écoles que représente au sein de l'EPST, le SYNEP, sur initiative des camarades de Chaoumba, à travers son président, le premier président camarade Paul Faustin, a été créé le 6 janvier 2007. Fort malheureusement, après un temps, notre syndicat n'a pas pu émerger correctement. Et le syndicat s'est effondré. Voilà. Et nous nous sommes tombés dans un vide de leadership, dans un déficit de leadership. Et voilà pourquoi la base et nos gestionnaires se sont interrogés 4 fois. Comment peut-on voir, comment peut-on constituer un bras séculier de l'EPST, mais sans que nous ayons un syndicat protestant? Et tous les autres syndicats en dehors des syndicats et SICO, pratiquement se retrouvent comme un espace des écoles conventionnées protestantes. Voilà pourquoi, en écoutant et la base et nos gestionnaires, nous nous sommes dit, nous nous sommes rassemblés, et c'est là nous avions pris le bâton de pèlerin. Ce bâton de leadership, nous l'avions construit, nous le construisons toujours dans une dynamique qui nous permet, premièrement, dans toute indépendance et dans toute autonomie vis-à-vis des autres syndicats, quand bien même que nous pouvons faire des coalitions. Ça, c'est le principe qui est consacré même dans la Convention de 87. C'est dans cette indépendance que nous avions déclenché cette dynamique qui a permis à ces jours, nous ayons non seulement les F92, mais aussi l'arrêté. Parce que nous étions les plus oubliés, marginalisés, comme disait Papa Bokele-Yale. Et avec l'arrêté, au moins, parce que nous étions déjà opérationnels dans beaucoup de provinces, voilà pourquoi le SYNEP aujourd'hui est déterminé à pouvoir contribuer dans les systèmes éducatifs, dans les sous-secteurs de l'EPST, à donner sa contribution pour les grandes réformes qui peuvent changer, comme je l'ai dit, en s'appuyant sur Mandela, notre système éducatif comme un vrai investissement dans ces pays. Ça, c'est ça que nous pourrions souligner. Et grâce à ça, c'est pourquoi le SYNEP, aujourd'hui, non seulement pauvre moi qui parle, mais tous nos représentants à l'école et dans des provinces constituent un véritable fer de lance dans l'ensemble des vraies questions du système éducatif. Chopo aujourd'hui, non seulement ici à Kinshasa, on a fait des sit-ins, même à Chopo. Et c'est justement sous la direction de notre camarade, avec ses collègues évidemment, de l'intersyndicale qui sont ensemble. Donc, le SYNEP aujourd'hui est au fait la sentinelle pour la question non seulement des enseignants, mais également de notre système éducatif. Voilà, abordons la mission. Vous venez d'être à Goma, Bukavu et Kamituga. Les résultats, vous avez fait dernièrement une restitution, que les téléspectateurs puissent savoir qu'est-ce qui a été en termes de votre mission, en termes de billes, de visées pour descendre à l'est du pays. Ok, merci pour cette question. Ici, je l'ai cité à des niveaux, à des aspects. Et il y a l'aspect d'abord officiel et il y a l'aspect privé, parce que le syndicat, c'est un fait privé, c'est un aspect. Et dans le fait officiel, nous tenons à saluer le ministère qui a au moins honoré à respecter l'application d'une des recommandations de l'évaluation de l'accord de Mbouela-Lodge récemment au mois d'août 2022. Et à cette occasion, il a été demandé d'une épineuse et éternelle question sur normalement la transposition des grades. Cette question, c'est là où nous saluons. La transposition des grades des enseignants. Expliquez, c'est trop savant. Essayez d'expliquer pour que les gens puissent vous suivre. Au fait, lorsque la dynamique du pluralisme syndical a commencé, l'enseignant, la première et une des revendications principales du pionnier de Benjamin Mungulungu, de Jacques Ngoma et tant d'autres, était que l'enseignant n'avait pas un statut particulier.
Et jusqu'aujourd'hui, vous prenez des 90. Jusqu'à présent, l'enseignant est considéré comme un sous-contrat, un journalier. Regardez même comment on lui donne sa retraite. C'est-à-dire comme si quelqu'un qui n'a pas servi, qui n'a pas travaillé. Et ça, c'est un. Donc, c'est un problème réel. Voilà pourquoi le fait maréchal Mobutu, suite à la pression syndicale des enseignants, avait pris des ordonnances. L'une 231 pour les corps des inspecteurs et l'autre pour les enseignants 232. Alors, c'est à travers normalement ces deux ordonnances du chef de l'État qui souffrait de l'application. Ça doit maintenant placer l'enseignant, de cesser l'enseignant de ne plus être sous contrat, il doit devenir comment? Sous statut. C'est-à-dire, il sera placé au même pied d'égalité comme l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État. À ce moment-là, que ce soit sa carrière, elle est garantie, elle va progresser. Pour tous les enseignants, pédagogues qualifiés vont évoluer en carrière. Et jusqu'au moment où, lorsqu'il atteint la fin de sa carrière, il sera retraité conformément comme tout autre agent de l'État. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas pédagogues, ce sont des enseignants de complément, ceux-là vont évoluer en quoi? En échelon. Et ainsi de suite, et ça sera une bonne chose. Ça sera aussi en fait, ça va aussi résoudre les problèmes de quoi? Les problèmes, vous allez voir, il y a des confusions entre, par exemple, les gestionnaires coordonnateurs et les préfets, qui, en réalité, vous trouvez que l'un est du grade 13, l'autre est du grade 14, mais vous allez trouver que les salaires sont les mêmes. Donc, autant de problèmes. Alors, comme Mbouela Loge, les banques syndicales avaient insisté que cette question soit réglée, c'est pourquoi on s'est convenu, le ministère a déclenché le gouvernement, que nous puissions descendre sur le terrain, afin de corriger tous ces enseignants qui sont peut-être pédagogues, mais malheureusement sont considérés comme, sont peut-être sous-qualifiés. Et c'est ça la mission que nous avions effectuée. Ce qui nous a été beaucoup plus intéressant, c'est que ça nous a permis d'observer, de palper du doigt le vrai problème des enseignants et les problèmes qu'ils sont en train de traverser. Ça, c'est un. Et à notre avis, lorsque nous sommes allés, nous étions affectés à Kamituga. Et là, ça nous a permis d'entrer en communion avec ceux qui souffrent avec la crête. Ça nous a permis de recueillir aussi leurs déshydratats, leurs problèmes, notamment tels qu'à Kamituga. C'est à 195 km de Bukavu. Et là, Caritas n'arrive plus à les payer au regard des contextes qui caractérisent le coin. Et maintenant, ce sont les enseignants qui souffrent pour s'organiser et envoyer des gens jusqu'à Bukavu et comment chercher l'argent. Et cela demande maintenant des frais supplémentaires sur les frais supplémentaires au niveau d'eux-mêmes, prise en charge par eux-mêmes des enseignants, déplacement. Tout. Exactement. Et en part ça, parmi les problèmes aussi réalisés, il y a eu le détournement de l'argent du mois de décembre 2021 à Kamituga. Et cet argent, les enseignants n'ont jamais touché ça. Vous allez encore réaliser que, j'étais surpris d'observer que une grande province éducationnelle, mais les autorités sont dépourvues de véhicules. Alors, ils doivent se déplacer dans deux territoires qui constituent la province éducationnelle Sud Kivu 3 de Kamituga. Mais la transposition des grades a été effectivement effectuée, mais ce que nous demandons, et c'est ça que nous avions mis dans notre déclaration, nous avons suppléé la mobilité du chef de l'État, garant des institutions, à concrétiser cela. Ça va sécuriser la carrière de l'enseignant. Ce n'est pas encore concrétisé. Non, c'est pas La encore transposition. concrétisé. Non, pas encore. Qu'est-ce qui bloque? Non, justement, il faudrait d'abord effectuer. Nous venons d'effectuer cette mission. Mais la crainte seulement que la réserve que nous émettons, que nous ne voulions pas que le résultat de cette mission puisse être gardé dans les tiroirs. Voilà pourquoi nous avions ciblé les chefs de l'État. La passion qu'il a sur l'éducation, dès lors qu'il va veiller, ordonner au gouvernement de pouvoir concrétiser cela, ça va garantir la sécurité de la carrière de l'enseignant.
Et l'enseignant ne sera plus, même si on a signé la convention, ne sera plus ballotté par les gestionnaires comme n'importe qui que ce soit. Il sera considéré comme tout agent et doit jouir de tous les avantages liés, de droit d'ailleurs, à tout agent de l'État. Alors, comment avez-vous trouvé ces enseignants-là? Est-ce qu'ils ont le moral au zénith? Comment ils sont en train de travailler avec tout ce qui se passe actuellement? Problème de sécurité, problème de salaire, comme vous venez de dire. Est-ce qu'ils sont déterminés à poursuivre leur travail? Ça, en tout cas, sans mentir, il faut le dire que l'enseignant, c'est plus qu'un pasteur. Au-delà de leurs difficultés, les enseignants sont toujours à poste de service. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et cette passion-là, c'est la raison pour laquelle nous qui engageons, qui représentons les enseignants, nous avons le devoir de ne pas compromettre. Malgré toutes ces difficultés qui font partie de réalité du travail ou professionnel, mais au moins, ils sont vraiment déterminés, ils le prestent. Et bien qu'il y a des écoles, malheureusement, qui étaient désactivées, qui ne sont pas réactivées jusqu'à présent. Et c'est là, c'est ça en principe notre devoir, que ce soit nous les bancs syndicales à influencer, que ce soit les gouvernements à pouvoir faire quoi? À pouvoir normalement résoudre ces questions de façon plus responsable que plutôt de faire des populismes. Ça c'est un élément. Un deuxième aspect que je voulais souligner, c'est lié justement, je fais d'une pierre deux coups, parce que je me suis retrouvé dans 3 provinces éducationnelles. Voilà, j'ai profité pour communier, fidéliser avec les membres du SINEP. Et réellement, le SINEP, c'est un grand syndicat. Les comités provinciaux ont réuni, m'ont invité et nous avions passé un moment important, que ce soit à Kamituga, que ce soit à Bukavu et que ce soit à Goma. Et là, nous avons échangé profondément sur notre profession enseignante, sur les réalités, comment se déroulent effectivement, comme vous demandez, les apprentissages dans nos écoles, dans nos établissements. Nous avons échangé et ça nous a permis même aussi d'échanger avec les gestionnaires pour aussi les encourager à favoriser une collaboration en vertu du principe du partenariat. Parce que le SINEP a été longtemps exclu par manque de l'arrêté. Au moment où le SINEP a l'arrêté, il faudrait que nous avions aussi plaidé en faveur des provinciaux, que les autorités provinciales de l'EPST puissent vraiment collaborer et travailler avec toute autre force de l'intersyndicale. Et nous avons vraiment vécu une chaleur, une fidélisation, une familiarisation vraiment du SINEP. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros de l'émission. La dernière question, je voudrais la poser en ces termes. Est-ce que les SINEP, là où vous êtes arrivés, à Kamituga, à Bukavu et à Goma, s'étaient plantés suffisamment? Laissez-moi vous dire que si vous posez cette question aux proverbes, aux IPP, aux DIPROSEC de ces trois provinces éducationnelles, laissez-moi vous dire que c'est les SINEP qui s'imposent comme la force sociale des enseignants à ce niveau-là. Ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, ce sont eux plus qui pilotent ce que j'appelle l'intersyndical. Et en dehors de Bukavu, où les camarades de Jacques collaborent facilement avec notre provincial papa Marcelin. Et c'est là où je voulais dire, toute cette question d'émission que nous sommes en train de faire, qu'il s'agisse des questions des amis du primaire, qu'il s'agisse de manque, l'absence du droit à l'information, parce qu'il y a des retraités, des collègues enseignants qui sont retraités, fort malheureusement, leur situation, après être retraités, sont abandonnés à leur trifosor. Il y a les écoles qui étaient désactivées. Ils ont été remplacés, ils n'ont rien touché. Alors que, lorsque vous lisez la loi cadre portant statut des agents de carrière du 15 juillet 2016, sur laquelle le VPM s'impose, est en train de concrétiser, vous allez voir qu'un agent retraité doit vivre. Et parce qu'il doit vivre, il doit bénéficier
d'une protection sociale que nous appelons. Et là, il doit bénéficier, donc il doit avoir tous les avantages liés parce qu'il a servi la République. Il n'a pas servi des parents, mais il a servi la République. Il n'a pas servi l'Église. Voilà pourquoi nous nous disons, non seulement ça, cette question, le ministre s'est réuni avec les DG de la CESAC, mais aucune information n'est donnée aux enseignants. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rassurer à ces enseignants? Ce déficit-là. Nous avons autant de questions, même la mutuelle de santé dont on parle. Mais il faudrait que cette question de la mutuelle de santé, aujourd'hui depuis 2012, combien d'années, mais nous devions normalement arriver, on devrait déjà, toutes les provinces éducationnelles devraient avoir cette mutuelle pour garantir à tous les enseignants à jouir les droits à la santé. Voilà pourquoi nous nous disons, nous voulons résumer pour dire ceci, nous, bancs syndicats, en particulier les SINEP, nous devons rester dans la logique d'une expression que je vais citer ici, le président, M. Gilles Ferry, le discours qu'il tenait à la Chambre des députés en 1884, il disait ceci. La première dette de l'État vis-à-vis de la classe laborieuse, c'est la liberté. C'est la liberté du travail. Non seulement la liberté du travail, mais c'est la liberté de toutes les autres libertés accessoires, notamment la liberté de discuter les salaires, la liberté de s'associer pour discuter ces salaires, mais aussi la liberté de s'unir et de se syndiquer sous toutes nos formes. Donc, il revient au banc syndical que nous avons le devoir, au regard d'un tableau de problèmes qui pèsent dans notre système éducatif, et spécialement sur les conditions socio-professionnelles des enseignants, il est un impératif pour les bancs syndicales, vrai, malgré, au-delà de l'indépendance et de l'autonomie de chaque syndicat, que nous puissions réellement porter les questions des enseignants que plutôt de faire, de devenir les amis. Non, ça nous n'allons pas tolérer. Un partenaire reste un partenaire. Nous devons l'accompagner là où c'est correct, tel que la gratuité. Et s'il est dans les antivaleurs, nous devons les ramener à l'ordre. C'est de cette manière que les grandes questions des enseignants, des élèves doivent être résolues et les grandes réformes peuvent réussir. Voilà, président du SINEP, Bastien Mouvoum, nous sommes pratiquement arrivés à ce numéro de l'émission. C'est le premier numéro de l'émission Monde du Travail pour l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 janvier 2023. Nous sommes contents d'être venus ici, sur ce plateau. Les téléspectateurs vous ont suivi et certes, vous ne manquerez pas, une fois vous avoir invité, de revenir pour expliquer, détailler les questions du travail dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci, à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.